gazouillis des oiseaux sortit Zola de son sommeil. Il était encore très tôt, mais la vie quotidienne reprenait déjà ses droits. Les esprits de la nuit cédaient la place aux humains, qui n'étaient maîtres des lieux que pendant la journée. Le jeune homme s'étira et s'assit quelques instants sur le bord de son lit. Il se laissa imprégner de ces bruits qu'il connaissait si bien et qui annonçaient le début d'une belle journée. Les rires des femmes qui s'interpellaient avant d'aller au champ, le bêlement des chèvres et des moutons que l'on conduisait au pâturage, les cris des enfants déjà debout et en train de courir les uns après les autres. Au loin, il entendit les chants des tout premiers paysans qui traversaient déjà la gorge de Dieu pour se rendre à leur plantation, le tout accompagné de tonitruants chants de coq. Il se leva, s'habilla en se remémorant sa soirée et sa nuit, se dit qu'une sacrée responsabilité lui incombait, puis sortit. Il avait à peine fait quelques pas qu'il entendit courir derrière lui. « Où vas-tu, grand frère » lui demanda Nsouka. « Je ne serai probablement pas là de la journée, gamin. Je pense qu'il va falloir que tu ailles chez une de nos grandes sœurs. J'essaierai de ne pas rentrer trop tard. » Zola avait parlé d'une voix ferme, et le jeune garçon comprit qu'il ne servirait à rien de discuter. Il ne dit rien et regarda son frère s'éloigner, puis revenir sur ses pas. « Tu n'as rien oublié de ce que je t'ai dit cette nuit ?» lui demanda Zola. « Non, je n'ai pas oublié. »« Très bien. Sache que moi aussi, j'ai confiance en toi. » Le jeune homme repartit, cette fois sans revenir sur ses pas. Il se dirigea vers Kiazi, persuadé qu'une des clés de l'énigme s'y trouvait, mais ne savait pas encore comment s'y prendre pour la découvrir. Peut-être une visite surprise à Mokosi. Cela pouvait être dangereux si ce dernier venait à le soupçonner de savoir quelque chose. Car s'il était lié à Cana, il lui rapporterait certainement l'information. Et le prince étranger n'était visiblement pas homme à se poser des questions ou à tergiverser. Il réagissait vite et radicalement. Il lui faudrait être prudent, très prudent. Le soleil commençait déjà à bien faire sentir sa présence, bien qu'il fût encore très tôt, lorsqu'il arriva à la clairière où avait été découvert le corps du conseiller Mongo. Il s'arrêta et regarda derrière lui. Un groupe de femmes le suivait. Il s'écarta du chemin pour les laisser passer. « Bonjour à vous » leur lança-t-il. « Bonjour à toi, Zola » lui répondirent-elles. Dans les villages du royaume de Lohemo, tout le monde connaissait ou avait entendu parler de presque tout le monde. Mais Zola était un véritable pigeon voyageur et il aimait rendre service à quiconque en avait besoin, notamment les personnes âgées. Pour cette raison, il était connu et apprécié dans les 3 villages malgré sa grande discrétion. Et il ne laissait pas les jeunes filles indifférentes. Il y en avait d'ailleurs 2 dans le groupe, de femmes qui cherchèrent à croiser leur regard avec le sien. Mais il s'arrangea pour que cela n'arrive pas. En tant que fils du premier conseiller, il se devait de faire respecter sa famille. Pour cela, il fallait aussi qu'il se fasse respecter en se comportant de la manière la plus irréprochable qui soit, ce qui n'était pas toujours facile. Il attendit que le groupe ait disparu avant de s'enfoncer dans les fourrés, se disant que Kiazi pouvait bien attendre un peu. Ce n'était pas la première fois qu'il venait en ces lieux. À un moment où il y avait encore des traces, ils s'étaient arrangés pour s'y rendre sans être remarqués. Le plus délicat était effectivement d'entrer dans les fourrés sans attirer l'attention. Une fois éloigné du sentier, il n'y avait guère de risque d'être surpris. Qui aurait osé s'y aventurer, surtout après ce tragique événement attribué à des esprits? Des esprits. Zola n'y croyait guère. Les insectes piquent, pas les esprits. Quelle aberration! Pourtant, il se gardait bien de divulguer son point de vue. Cela aurait été du plus mauvais effet s'il décidait plus tard de vraiment succéder au vieux Wazaba. Quel crédit lui aurait-on accordé alors s'il n'accordait lui-même aucun crédit aux esprits? Le pouvoir de cette fonction était tout de même largement basé sur la superstition des peuples. D'ailleurs, n'existait-il pas un être plus puissant que les esprits? Au fond de lui, il y avait pourtant un doute, car les heures passées avec le devin Wazaba lui avaient quelquefois fait entendre des récits étranges et vivre des moments angoissants.
Il s'enfonça résolument dans la végétation luxuriante. Il n'y avait plus aucune trace du drame qui s'y était déroulé, mais une voix lui soufflait qu'il y avait quelque chose à découvrir dans les parages. Un indice. Il fallait simplement qu'il sache observer et noter l'anomalie. Mais ce n'était pas évident de noter quelque chose d'anormal dans ce fouillis végétal. Pourtant, il commençait à bien le connaître, ce décor. Il arriva au bord des sables mouvants et observa machinalement les environs. C'était devenu presque une habitude. Mais, encore une fois, il ne décela rien d'anormal. Il continua alors son chemin vers la cascade, en prenant soin de ne laisser aucune trace de son passage. Pour arriver au petit cours d'eau, il devait contourner un gros rocher bordé de buissons épineux. Très prudent, il veilla à ce que sa tunique ne soit pas accrochée. Après l'avoir contourné à moitié, il monta sur le rocher, tout en haut, jusqu'à son observatoire habituel. De là, il dominait la cascade. Cette dernière était alimentée par un plan d'eau sur la gauche, du côté de l'Ouémo, qui se déversait vers un autre plan d'eau sur la droite, du côté de Chiasi. Zola en avait tout naturellement conclu qu'il y avait une rivière souterraine, ainsi qu'un écoulement allant vers le cœur de la gorge de Dieu et qui continuait ensuite vers la plaine. Cette eau était noire, menaçante. Le calme plan d'eau qui se déversait dans un boyau sous la forêt de l'immense crevasse était intimidant. Il semblait ne contenir aucune vie. Mais Zola savait par expérience que toutes les eaux, et particulièrement les plus calmes, pouvaient abriter des hôtes insoupçonnés. Le fils de Gao se mit une nouvelle fois à scruter les abords du plan d'eau. Il était bordé des deux côtés d'arbres et d'arbustes aux racines noueuses qui s'enfonçaient dans la terre et dans l'eau, tandis que le côté en amont disparaissait sous un éventail de branchages sortant d'une sorte de falaise. Ceci devait cacher un passage souterrain. Il laissa à nouveau errer son regard sur l'eau noire, dont on ne voyait même pas le fond. Quelques instants de réflexion plus tard, il se releva et reprit sa route vers Chiasi. Ce n'était pas prévu qu'il ait toutes ces morts. Ne sais-tu pas, mon bon ami, que l'on ne fait pas de feu sans couper de bois? Pourtant, les arbres ne sont-ils pas des êtres vivants? Kana avait répondu à l'homme en ricanant presque. Il se rapprocha de lui. Alors, il faut savoir ce que tu veux, vieillard. De toute façon, il est un peu tard pour faire marche arrière. Je dirais même beaucoup trop tard. Tu es déjà bien impliqué. Son visage était maintenant à moins de 3 doigts de celui du vieil homme. Et dorénavant, tes états d'âme, je te conseille d'éviter de m'en faire part, sinon je pourrais me faire des idées et avoir une mauvaise réaction. Il avait conclu d'une voix glaciale qui ne laissait planer aucun équivoque sur le sous-entendu. L'homme ne répondit pas. Il se laissa alors tomber dans le siège le plus proche en faisant craquer les lanières de peau. La situation le dépassait totalement. Il s'était laissé amadouer par Kana, qui avait décelé en son esprit une certaine confusion, provoquée par le manque créé par la disparition de son épouse, depuis pourtant plusieurs années déjà. Il l'avait alors fait parler et amené à lui faire croire à l'impossible, lui permettre de revoir son épouse. Il avait attisé en lui ce sentiment et lui avait promis de l'obtenir satisfaction, sans porter préjudice à qui que ce soit dans le royaume. Quel naïf il avait été! Maintenant il y avait 3 victimes, sans compter la première, Wazaba, qui avait été sacrifiée, il en était presque convaincu, sur l'autel des ambitions de Kana. Lui, à qui le prince avait simplement demandé un peu d'aide pour la réalisation de leurs ambitions communes, se retrouvait maintenant avec des morts sur la conscience. Lorsque, le jour de la réunion du conseil, Kana lui avait conseillé de rester en arrière, il ne s'était pas imaginé que ce qui était arrivé aurait pu avoir lieu. Peut-être aurait-il pu sauver ses 2 collègues s'il avait eu le courage d'avouer sa trahison avant qu'elle ne l'emmène trop loin. Mais il s'était laissé aveugler par ce fol espoir de revoir sa femme. Certaines croyances et pratiques amenaient souvent des êtres faibles à croire à l'inimaginable. À présent, non seulement il n'osait pas s'opposer à Kana,
étant donné le genre d'homme qu'il s'était révélé être, mais il avait encore moins le courage d'aller avouer son innommable faute auprès des siens. Il se retrouvait donc isolé, et l'attitude du prince étranger ne lui garantissait pas qu'il tienne sa promesse une fois son rôle terminé. Un rôle d'indicateur au sein du conseil pour informer ce dernier de toute décision importante le concernant, lui ou tout autre membre important du royaume. Il avait donc dénoncé Mongo, qui avait semblé avoir découvert quelque chose, puisqu'il avait demandé une réunion anticipée. « Je vais tâcher de découvrir ce qu'il sait, » lui avait dit Kana. 2 morts avaient suivi. En outre, Gao était en sursis, car lui non plus n'était pas favorable à la présence du prince étranger dans le royaume, et ce dernier le savait. « Bonjour à toi, vieux Mokosi. »« Ah, bonjour à toi, Zola. Je n'étais pas entendu arriver. Mais allons donc dehors, il commence à faire une de ces chaleurs là-dedans. » Ils sortirent et s'installèrent sous la petite véranda, face à la grande place de Kiazi, au milieu de laquelle trônait un superbe baobab. « Hey, jeune homme, va donc nous chercher un peu d'eau de noix de coco dans la cuisine. Puis attrape-nous 2 ou 3 fruits de baobab avec tes amis. » Mokosi avait interpellé un jeune garçon d'une dizaine d'années qui se trouvait être le plus proche d'eux. Ce garçon pouvait être son fils, ou celui du voisin, ou encore celui de quelqu'un habitant à l'autre bout du village. Cela n'avait aucune importance. Dans le royaume de Luemo, les enfants des uns étaient aussi ceux des autres. Tous étaient traités avec un égard égal par tout le monde. Ils étaient considérés comme une richesse et protégés comme tels. Le garçon réapparut avec une calebasse remplie de la délicieuse boisson et 2 bols en bois. Il les posa sur la petite table devant les 2 hommes, puis, oubliant de les servir, il courut vers le baobab en alertant ses petits camarades. « Alors mon fils, qu'est-ce qui t'amène » demanda Mokosi à Zola. « Il y a longtemps que j'ai eu l'occasion de te voir. »« Effectivement, je me balade beaucoup, j'apprends, je visite. Je suis rarement 2 jours de suite au même endroit. Je suis d'une nature plutôt curieuse. »« Je vois. Mais je sais que tu n'es que rarement sur place. » Aujourd'hui, par exemple, j'ai hésité entre la chasse et la pêche. J'ai décidé d'aller à la pêche en milieu de journée. Jusqu'au soir, j'aurais bien attrapé quelque chose. Ainsi, toute cette matinée, tu peux réfléchir à tous les endroits où tu pourras placer tes nasses, enchérit le vieil homme. C'est tout à fait ça. Et ils partirent tous les 2 dans ce petit éclat de rire. Il paraissait bien aimable, Mokosi, se disait Zola. Pouvait-il vraiment avoir trahi les siens? Il devait en avoir le cœur net. « Au fait, reprit-il, j'ai aperçu le prince Kana en venant. Était-il aussi ici ?» Mokosi marqua une légère hésitation avant de répondre. « Hein? Ah, oui, il était ici, oui. Oui, lui aussi m'a rendu une petite visite. Mais comment va donc le petit dernier? Comment s'appelle-t-il déjà? » « Il s'appelle Nsuka. »« Ah oui, bien sûr. Comment va Nsuka? » ?»« Oh, il va bien. Il est allé passer la journée chez notre sœur aînée. »« Ah bon? Mais tu aurais pu l'amener avec toi pour la pêche. Cela lui aurait sûrement fait plaisir. » Il a préféré aller aider un peu la grande sœur. Et puis la pêche, ce n'est pas trop une passion pour lui. C'est bien dommage, c'est une bonne école pour apprendre la patience. Il y eut un petit temps mort que Zola combla aussitôt. Il est bien matinal, le prince Kana. Hein? Oh, il n'est tout de même pas si tôt, répondit le conseiller avec un sourire crispé qui n'échappa pas à Zola. Regarde le soleil, il est déjà bien haut, il ne va pas tarder à nous rôtir. Oui, mais cela dépend de l'heure à laquelle il est arrivé, et non de celle à laquelle il est parti, contra le jeune homme. Le conseiller fit mine de ne pas avoir entendu. Ah, enfin, dit-il en tendant les bras vers le jeune garçon qui revenait vers eux, les bras chargés de fruits de baobab, accompagné de ses petits camarades. Dites-moi, mes enfants, n'en avez pas encore trop cueilli? Fit remarquer le vieil homme en faisant mine de se fâcher. À chaque fois, c'est pareil. J'avais dit 2 ou 3, pas 5. Ah là là, bon, gardez le reste. Merci, vieux Mokosi, répondirent les enfants en chœur avant de s'en aller en courant, en hurlant de joie. Le baobab de la place de Kiazi produisait de superbes fruits, mais il n'était pas autorisé de les cueillir quand on le voulait. Aussi,
Lorsqu'un enfant était invité à y monter pour cueillir quelques fruits, il en ramenait toujours un peu plus, dans l'espoir d'en récupérer. Mais cela n'était pas toujours le cas. À l'aide d'une grosse pierre, Zola avait fendu la coque des 2 fruits, puis les avait ouverts et placés sur la table devant eux. Il attendit que le conseiller se serve, puis prit à son tour un morceau du délicieux fruit spongieux et le mit dans la bouche. Il le laissa fondre lentement, dégustant son petit goût légèrement sucré, à peine acide. « Délicieux, n'est-ce pas ?» lui fit Mokosu. « Plus que délicieux. Il n'y a pas de qualificatif pour une telle saveur. » La manière dont il avait répondu, les yeux fermés et la tête rejetée en arrière, fit éclater le conseiller d'un rire franc. Mais Zola y décela tout de même un brin de nervosité. « Eh bien, tu les aimes à ce point, les fruits de ce baobab ? Tu n'auras qu'à emporter ce qui restera, et tu pourras ainsi en faire déguster à ton petit frère. »« Ah, merci, c'est très aimable à toi. Il va beaucoup aimer. » 2 fois, Zola avait essayé de porter la conversation sur Kana. 2 fois, le conseiller l'avait dévié et avait semblé quelque peu mal à l'aise. Il conclut qu'il valait mieux ne pas revenir sur le sujet. Cela pouvait amener le vieil homme à se poser des questions si ce n'était déjà fait. De toutes les façons, il avait maintenant la certitude que ce dernier avait quelque chose à cacher. Sa réaction, en tout cas, suffisait à le soupçonner. Il était d'une manière ou d'une autre lié à Kana. Mais à quel point et en échange de quoi, là résidait le mystère. Chercher à le découvrir de front pouvait être suicidaire. Seule une surveillance discrète pourrait l'amener à savoir ce qu'il voulait. Mais le temps passait et il n'y en avait pas à perdre. C'est à cet instant qu'arriva en courant un jeune garçon. Il avait dû faire un sacré sprint car il était essoufflé et en sueur. « Bonjour à vous !» lança-t-il avant de continuer d'un seul trait. « On m'envoie vous dire que l'on s'inquiète à l'orée du village car le vieil homme a disparu hier soir, on l'a vu ce matin, on ne l'a pas vu et c'est pour cela que l'on m'envoie vous le dire. » Le conseiller prit un air grave et se redressa. « Attends un peu mon garçon, dit-il. Redis-moi ça plus lentement et plus clairement. » L'enfant reprit son souffle. « Bonjour à vous. Oui, ça on avait compris, s'impatienta Zola. On m'envoie dire que le vieil homme à l'orée du bois a disparu et que l'on s'inquiète car personne ne l'a vu ce matin. Peut-être est-il parti au champ très tôt ce matin, surtout pour visiter ses pièges. Pourquoi s'inquiéter si vite ? Demanda le conseiller. Je ne sais pas, répondit le garçon. Il faudrait peut-être aller y voir de plus près, déclara Mokosi en se levant. Ils arrivèrent sur les lieux où quelques personnes discutaient de la situation, plutôt bruyamment. La conversation cessa à l'arrivée du conseiller, et un homme âgé s'avança vers lui. « Bonjour à toi, Mokosi. Pardonne-nous de te déranger ainsi, mais nous pensons que quelque chose de grave est arrivé. Nous en sommes même persuadés. Bonjour à vous, chers amis. Qu'est-ce qui vous fait donc croire que c'est si grave? N'a-t-il pas pu partir très tôt visiter ses pièges? C'est ce qu'il fait d'habitude, le vieux Tamsi, non? Non, reprit l'homme. Enfin, oui, c'est ce qu'il fait d'habitude. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ces derniers temps, il avait fait assez de prises pour se permettre quelques jours de relâche. Mais plus curieux encore, regarde donc. Ces fûts ne sont pas sortis. Pourquoi n'aurait-il pas sorti ces fûts alors qu'il a plu cette nuit? Zola n'écoutait déjà plus l'homme. Il avait immédiatement remarqué que les fûts du vieux Tamsi n'étaient pas là où ils auraient dû être après une nuit de pluie. Pourquoi? La raison en était évidente à ses yeux. Quoi qu'il soit arrivé au vieil homme, cela s'était produit avant qu'il ne se mette à pleuvoir. Y avait-il un rapport avec tout ce qui s'était déjà passé dans le royaume? C'est ce qu'il fallait découvrir. Il se mit à observer discrètement les arbres et les buissons qui venaient lécher le village. Mais s'il s'était passé quoi que ce soit qui eût pu laisser des traces, la pluie avait certainement effacé tout indice. Il acheva donc de parcourir la lisière de la végétation des yeux et ramena son attention à ceux qui se disaient à ses côtés, effleurant au passage du regard quelques enfants qui s'amusaient non loin d'une paroi haute de quelques 3 mètres, en haut de laquelle un chien aboyait. Il aboyait tellement d'ailleurs qu'un des bambins, agacé, entreprit de lancer un projectile pour tenter de le faire taire. Il le lui lança et lui frôla l'arrière-train. Le chien, surpris,
s'éloigna de quelques pas, mais revint aussitôt, aboyant de plus belle. « Ah !» s'excita le gamin. « Il y en a assez. Attends un peu. » Il se mit à chercher un nouveau projectile. Il s'apprêtait à nouveau à viser le chien lorsqu'un autre enfant un peu plus âgé lui retint le bras. « Hey, pourquoi tu fais ça ? Il ne t'a rien fait, ce chien. Donne-moi ça. Mais il me casse les oreilles. Et alors ? Il ne t'arrive jamais de crier à toi ? Je crie, mais je n'aboie pas, répéta le petit avec ferveur. Délesté de son projectile, il décida de monter sur la butte pour en chasser le chien en criant et en agitant les bras. Ce fut efficace, car le chien détala. Mais le cri de charge du jeune héros se transforma soudain en un cri d'effroi, qui se mua lui-même presque aussitôt en sanglots. Il redescendit en courant. Son précédent manège avait attiré l'attention de quelques-uns, mais cet épilogue intéressait à présent le plus grand nombre, dont Zola. Ce dernier n'hésita pas une seconde. Il se mit à trottiner vers le sommet de la paroi, une angoisse à l'estomac. Il espérait fort se tromper, mais ce qui venait de se passer le faisait croire au pire. Le chien qui aboyait avec insistance, puis le petit garçon effrayé. Le corps du vieux Tamsi gisait là, entre deux fourrés, et il n'y avait rien que qui que ce soit puisse faire. Zola s'accroupit près du pauvre homme sans vie et ne put réprimer un violent sentiment de colère en voyant les deux petites blessures. Pour qui se prenait donc cet homme pour se permettre de disposer ainsi de la vie de pauvres innocents ? Il releva son regard et croisa celui de Mokoussi qui l'avait rejoint. Il lui sembla y lire un sentiment étrange, une sorte de détresse, comme si le conseiller l'appelait au secours. Mais comment est-ce possible, Gao ? Comment peut-il l'atteindre ? Je l'ignore, princesse, mais quel que soit le moyen qu'il emploie pour maîtriser ainsi le roi, il est très efficace. Gao avait décidé d'informer la princesse de ce qui se passait dans le royaume. Cette dernière avait du mal à croire à ce que le premier conseiller venait de lui révéler. Pourtant, elle savait bien que ce genre d'événement était possible, mais elle ne voulait pas y croire. Comment un aussi bel homme pouvait-il commettre des actes aussi atroces ? C'était impensable. Et pourtant, mais comment Zola peut-il en être si convaincu ? Le soir de sa mort, il avait essayé de porter secours à Wazaba, et ce dernier a pu lui glisser quelques mots avant que Mongo et moi-même n'arrivions, et je n'ai aucune raison de croire qu'il ait inventé cela. La princesse releva soudain les yeux et fixa Gao. « Bien sûr, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je sais, princesse, mais apparemment quelque chose te gêne, ou plutôt te déçoit dans tout ça. Hein ? Mais non, je suis choquée, très choquée. » Elle s'assit sur un tronc d'arbre taillé et laissa son regard se perdre au loin, comme à chaque fois qu'elle devenait pensive. Debout à côté d'elle, le premier conseiller attendit, sans un mot, qu'elle retrouve ses esprits. « Que me conseilles-tu ? Que faut-il faire ? » demanda-t-elle. « Dans un premier temps, il faudrait, je pense, éloigner pour quelques jours ton père du palais, en espérant que l'emprise qui est sur lui ne résiste ni au temps ni à l'éloignement. Pour cela, je vais proposer au roi une tournée dans le royaume en évoquant le fait qu'il faudrait qu'il voie comment se remet la terre de nos ancêtres après les mois de sécheresse. Je pourrais aussi organiser quelques parties de chasse. Ce n'est pas le gibier qui manquera. Très bien, acquiesça la jeune femme. Mais pour trouver la sphère qui est quelque part sous le palais, comment faire ? On ne peut tout de même pas creuser partout. D'autant que si nous ne la trouvons pas tout de suite, Kana en aura certainement vent et prendra sans doute les devants. Oh, c'est à prévoir, ma fille. C'est la phase la plus délicate et je pense qu'il faudra mieux attendre que Zola soit fixé sur l'emplacement exact, ou plutôt qu'il veuille bien nous le révéler, car je crois qu'il en a une petite idée, mais préfère pour l'instant savoir où se trouvent les deux autres sphères pour ne pas risquer de les réunir accidentellement alors même que Kana serait à l'affût. En effet, lui aussi sait qu'il y a une sphère sous le palais. Il n'y a aucun doute là-dessus. Zola n'alla plus à la pêche. Il se dit que c'était peut-être le meilleur moment de percer le mystère Mokoussi, pendant que la mort du vieux Tamsi était encore dans son esprit.
Il proposa ses services pour s'occuper des funérailles du vieil homme, celui-ci n'ayant plus de proches. Cela lui permettrait de côtoyer le nouveau conseiller de Chiesi plus fréquemment et le plus normalement du monde. Il y passa la moitié de la journée, aidé par quelques autres volontaires, et en milieu d'après-midi, il se rendit chez Mokosi pour lui en rendre compte. « Nous vivons une bien triste période, n'est-ce pas, vieux Mokosi ?»« Oui, en effet, » répondit le conseiller. Mais il était évident qu'il avait la tête ailleurs. Son regard errait dans le vide, comme s'il voulait fuir une horrible vérité. « Que lui est-il arrivé d'après toi ?» demanda le jeune homme. « La même chose qu'à Mongo et Ewazaba. »« Et pourquoi est-ce que ces drames n'arrivent-ils que maintenant ? Et d'où vient cet insecte qui fait tant de dégâts et que l'on ne connaît pas ? C'est tout de même incroyable. On dirait que Dieu nous abandonne. Ou alors ce sont les esprits qui se déchaînent et qui choisissent des victimes au hasard, sans raison. » Le vieil homme se leva brusquement de son siège, le regard toujours dans le vide. « Allons-y, mon garçon. Une triste tâche nous attend. »